Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre second webinaire de la rentrée où nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Brière, que vous connaissez tous parce que si vous avez tous lu Voyage au cœur du management que nous avons produit, réalisé avec l'équipe académique et puis les équipes d'Esprit de Service France qui nous ont permis d'investiguer tout le champ du management pendant l'année 2020-2021. Vous avez dû entendre déjà un petit peu parler ou lu la chronique de Thibaut au sein de Voyage au cœur du management que vous retrouverez au sein du site. Si vous voulez télécharger ce document, il est sur le site Esprit de Service France. Vous savez que ça a fait l'objet d'une grosse étude puisque quelque part, à la suite des baromètres que nous avons fait en 2020 et en 2021, en fait, on a constaté que l'impact de la crise était tel que le sujet qu'il fallait adresser en priorité, c'était le management. Ce que nous avons fait à travers cette vision prospective du management et les différents scénarios que nous avons imaginés et les contributions d'experts que vous trouverez dans cet ouvrage. Par ailleurs, eh bien, comme qui déroule le PowerPoint, je puisse présenter. Voilà, merci la suite. Comme je vous le disais, eh bien, nous continuons nos petits échanges à travers des experts réputés sur le sujet et notamment, on souhaitait vraiment donner la parole à Thibaut Brière qui a beaucoup participé à cette étude, mais qui va nous parler aujourd'hui des nouvelles formes de management, mais surtout au-delà du fantasme. Vous découvrirez avec lui et Nandine Nicolin que vous connaissez puisqu'elle nous anime et nos conventions et nos webinaires et qui va prendre la parole juste après moi. En revanche, je voudrais prendre un petit peu de temps pour vous présenter Thibaut. Thibaut Brière est philosophe et qui était aussi le philosophe d'entreprise d'un groupe industriel que vous connaissez certainement qui est le groupe Hervé. Il est en même temps conseiller en management, il est diplômé d'HEC, il est titulaire d'un DEA de philosophie Sorbonne et il est lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques. Et il a publié un livre qui s'appelle Le pouvoir au-delà du pouvoir que chez Bourrin, c'est ça, en 2021, qu'il a coécrit avec Michel Hervé. Et les 10 clés c'était les 10 clés de quoi déjà, Thibaut? Les 10 clés pour préparer mon entreprise au Ah travail. ben voilà, c'est mieux quand tu le montres, les 10 clés, voilà, pour préparer mon entreprise et le travail à distance, voilà. Donc ça, c'est important. Comme tu ne me l'as pas offert, voilà, je suis ravie de le voir. Message Je reçu. plaisante, Thibaut. Néanmoins, voilà, ça c'est le dernier ouvrage de Thibaut. C'est un écrivain actif puisque peut-être qu'il nous fera part de la dernière surprise qu'il nous réserve pour la fin du mois de novembre ou début novembre. Bon, je ne vous en dis pas plus. Je vais tout de suite céder la parole à Nandine Nicolin qui va torturer Thibaut Brière sur le sujet du management, des défauts semblants, et etc., etc., etc. Et je me retire sur la pointe des pieds. À bientôt, à tout à l'heure. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, participez au chat, tout est ouvert. À bientôt. Merci Maryse et je vais essayer de ne pas torturer Thibaut, mais en tout cas de l'interroger avec bienveillance. Et effectivement, tu as bien fait de parler du chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra à la fin en fait et on tâchera d'y répondre. Donc il est à votre disposition pour que vous puissiez y noter vos questions. Alors, Thibaut, ravi de t'accueillir et de t'interroger sur ce sujet-là. Alors, quand on a préparé ensemble, la première question qui m'était venue à l'esprit, c'est mais que vient faire le philosophe et quel est donc le regard du philosophe sur le management? Puisque finalement, philosophe d'entreprise, c'est pas banal comme job. Et cet éclairage-là est quand même spécifique. Est-ce que tu peux nous dire finalement que vient faire le philosophe sur le management et quel est le regard philosophique sur le management?
Oui, volontiers, Nandini. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Le regard philosophique sur le management, il peut être, on peut dire il peut être double en l'occurrence. C'est d'abord un regard de l'extérieur, un regard d'abord donc de l'extérieur. Il s'agit d'essayer d'appréhender quel type de philosophie est à l'œuvre sous les modes de management. C'est-à-dire finalement que de même que tout un chacun, nous avons une philosophie personnelle qui va plus ou moins déterminer nos comportements, nos réactions au quotidien, et bien de même, on peut étudier les organisations de telle sorte que l'on met à jour, on met à jour une certaine conception de l'homme qui leur est propre, une certaine conception de la société, des relations sociales, qui elle-même va déterminer leur mode d'organisation et leur mode de management. Donc ça, c'est de l'extérieur, le point de vue de l'analyste, Nandini. Et puis, moi, ce que j'ai souhaité, c'est rentrer à l'intérieur d'une entreprise pour ne pas seulement avoir un rôle de commentateur et regarder les choses de loin. Et de l'intérieur, effectivement, on s'aperçoit, par définition, on a une vision plus nuancée, une vision avec toute la complexité du réel, si vous voulez. Et c'est ce qui m'intéressait, moi, de ne pas simplement penser depuis l'extérieur aux réalités de l'entreprise, mais de penser à même l'entreprise et de mesurer les écarts entre la vision théorique que l'on peut en avoir et la vision pratique. Et quelle est la philosophie du management en 2021 alors, Thibaut? Alors, il n'y a pas évidemment la philosophie du management en 2021. Il y a des philosophies du management concurrentes, et ce sont précisément celles-ci que dans ce webinaire, je me propose d'essayer de clarifier. Alors, sans doute à gros traits, et moi-même, comme souvent d'ailleurs, je ne serais sans doute pas d'accord avec ce que je dirais moi-même, parce que je trouverais que ce sont des simplifications, ce sera caricatural naturellement, mais dans le peu de temps qui nous est accordé, imparti, j'essaierai néanmoins de dire 2-3 choses sur lesquelles, évidemment, il y aura toujours à redire. Alors d'abord, il y a la philosophie, si vous voulez, générale, que l'on peut, à gros traits, déterminer comme étant celle des entreprises traditionnelles, classiques, tayloriennes, qui est une philosophie, je vais le dire, déterministe. Une philosophie déterministe, et on y viendra un petit peu après, je rentrerai dans le détail. Et à côté, justement, il y a des philosophies non déterministes, qui font davantage droit justement à la contingence, à la liberté. Et c'est cette concurrence entre deux philosophies qui elles-mêmes vont déterminer des types de management différents qui me semble permettre d'éclairer les débats actuels autour du management, Nandini. Et je crois que tu voulais nous parler notamment du dernier rapport de l'ANACT, Thibaut, oui. Pour introduire ton propos. Effectivement, dans le dernier rapport donc de l'ANACT-ARACT, les deux, à ma connaissance, sont en train précisément de fusionner, en tout cas de travailler de manière bien plus intriquée. Eh bien, lisons-le ensemble, ce qu'il a décrit là et qui s'affiche sur votre écran. Il remarque, les auteurs, l'auteur principal c'est Clément Ruffier, il remarque que de nombreuses entreprises qui mettent en place des formes d'organisation plus démocratiques, horizontales, et moins bureaucratiques, n'atteignent pas ces objectifs, voire rencontrent des effets inverses. Et tout l'objet du webinaire d'aujourd'hui consiste précisément, alors d'une part, naturellement, à se mettre d'accord sur ce que l'on entend par les nouveaux modes de management, par la philosophie du management qui peut être insufflée dans ces nouveaux modes de management, mais en même temps, comment se fait-il qu'elle puisse avec une philosophie qui se veut empreinte de confiance, faisant davantage droit à la liberté, à l'autonomie individuelle, parfois aboutir à des effets parfaitement contraires. Et c'est exactement ce que le rapport de l'ANACT, dans son introduction, vient souligner. Maintenant, on a un petit peu de recul, si vous voulez, sur ces phénomènes d'entreprises dites libérées, de holacratie, d'entreprises, de velléité d'entreprises horizontales, et autant de choses sur le principe je veux dire, tout à fait bonne, en tout cas qui semble souhaitable. Et il y a eu différentes expérimentations, comme vous ne l'ignorez pas, qui ont eu lieu. Et il est intéressant, justement, maintenant, avec le recul, de pouvoir faire une sorte de… Alors, peut-être pas encore de bilan, parce que les expérimentations, c'est comme la vie, elles sont foisonnantes en permanence. Mais en tout cas, de pouvoir alerter sur un certain nombre de choses et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'est-ce qui fait que parfois, ça dérive.
Oui, c'est très intéressant et tu vas pouvoir nous éclairer effectivement là-dessus. C'est vrai que nous, au sein d'Esprit de Service France, tu le sais pour avoir échangé avec nous là-dessus, on a une conviction sur ce qui peut libérer l'entreprise et ce qui fait de l'entreprise une entreprise libérante, au-delà de tout dogme et ce qui peut paraître contre-intuitif effectivement par rapport à ce qui a été souligné dans le rapport de l'ANACT, mais que tu expliques très très bien, Thibaut. C'est effectivement tous ces exemples que tu vas pouvoir nous donner, nous expliquer pour montrer finalement ce qui marche et ce qui ne marche pas et pourquoi. Oui. Et toi, tu parles d'une forme d'impasse en fait. Oui, exactement. En tout cas, ce sur quoi je voudrais avertir nos honorables auditeurs et auditrices, c'est effectivement sur deux impasses, histoire de ne pas en tout cas refaire des erreurs qui auraient déjà été commises par d'autres. C'est un petit peu l'objet, évidemment, de tout retour d'expérience. Voilà, c'est l'intérêt des enseignements d'expérience. Et alors, d'abord sur les nouveaux, sur ces expérimentations très saines. Ce que l'on peut observer, en tout cas, de commun, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, à savoir renforcer la participation dans les organisations, premièrement. Deuxièmement, renforcer la subsidiarité, faire davantage droit à l'autonomie et inverser autant que possible la pyramide hiérarchique. C'est-à-dire que il y a deux tendances, si vous voulez. Il y a une tendance qui consiste à dire nous conservons une pyramide, mais la plus aplatie possible, et en même temps, nous faisons en sorte que cette pyramide hiérarchique soit animée par un servant leadership, c'est-à-dire que finalement, les personnes en position de management soient au service des membres de leur équipe, effectuent avant tout des tâches de coordination. Et puis, vous avez une autre lignée qui consiste à essayer de tenter justement des formes d'autogestion, d'auto-organisation, et c'est ce que l'on appelle les entreprises qui se veulent, en tout cas, horizontales. Et personnellement, donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 7-8 ans dans l'une d'elles, dans une entreprise qui précisément, animée par une telle philosophie, souhaitait déhiérarchiser radicalement, et ils essayent encore de vivre l'entreprise sans chef. Et c'est cette philosophie de l'entreprise sans chef qui me paraît intéressante et sur lesquelles il est bon d'avoir quelques manières de faire pour ne pas tomber dans certaines ornières. Donc la première impasse sur laquelle je voudrais inviter l'attention de nos augustes auditeurs et auditrices, c'est l'impasse de l'optimalisme. L'impasse de l'optimalisme, ce que j'entends par optimalisme, c'est la recherche perpétuelle d'une seule manière de faire qui serait la meilleure. Et l'optimalisme, c'est une philosophie, si vous voulez, qui irrigue aussi bien l'entreprise traditionnelle, taylorienne, mécaniste, contre laquelle précisément se sont construites ces nouveaux modes d'organisation et de management, mais la recherche de l'optimalisme irrigue aussi, paradoxalement, aussi ces nouvelles formes de management et d'organisation qui prétendent, en tout cas en interne, avoir trouvé la manière de faire plus adéquate, permettant de marier plus habilement rentabilité et liberté notamment. Alors, si je peux me permettre, parce que Nandini a un petit souci d'Internet, d'après ce que je constate. Donc, je vais prendre juste 2 secondes la parole par rapport à ce que tu disais, Thibaut. Est-ce que tu peux donner des exemples d'entreprises voilà, ce que tu disais à l'instant. Est-ce que tu as des exemples concrets sur le sujet? Oui, toutes celles qui en fait sont aujourd'hui, ont été pendant des années mises sur le devant de la scène. Vous voyez, notamment par le biais des entreprises dites libérées. À chaque fois, ce sont, je sais pas moi, Sioux Isocom, c'est aussi bien le groupe Poult. C'est aussi bien le groupe Hervé, mais également Chronoflex, ou même des entreprises qui, sans se revendiquer libérées, en tout cas cherchent justement la meilleure voie, la plus responsabilisante, comme Michelin par exemple, ou la Maïf, qui a fait beaucoup d'expérimentations en la matière. Eh bien, à chaque fois, si vous voulez, vous avez quand même un leader qui parfois se donne le titre ou se fait appeler, ou accepte en tout cas, ou est appelé leader libérateur,
eh bien, à chaque fois, vous avez quand même un modèle, une organisation propre, spécifique à ces différentes entreprises. Et à chaque fois, il cherche à mettre en œuvre ce qu'il considère comme le modèle optimal, si vous voulez, à trouver le bon réglage, à mettre le curseur au juste niveau entre efficacité et liberté. Chacune a son organisation spécifique, est inspirée par une philosophie propre, mais à chaque fois, il y a cette recherche de l'organisation optimale. Donc, cette recherche d'une organisation optimale, c'est déjà ce qui animait les entreprises dites mécanistes, mais c'est également celle qui anime aujourd'hui ces organisations qui se disent souvent organiques. Organiques, c'est-à-dire dans lesquelles il y a des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, eh bien, en auto-organisation, si vous voulez, les pairs, le collège des pairs est capable de corriger. Donc, la business unit est capable de corriger les défauts qu'elle perçoit. Et donc, le même niveau hiérarchique est censé compenser ses propres travers. Et ça, ce serait donc le modèle un modèle, si vous voulez, d'entreprise organique. Et aujourd'hui, de plus en plus, on va vers des entreprises donc algorithmiques qui pourraient également être déterminées à terme donc par des algorithmes qui, eux, sont plus rationnels que nous et moins susceptibles de biais cognitifs. Ce que je veux dire, en tout cas, à travers l'impasse de l'optimalisme, c'est que finalement, les tenants de la philosophie, on va dire taylorienne classique, qui anime les organisations traditionnelles, les tenants de cette philosophie, finalement, partagent une même philosophie, si vous voulez, de fond, qui est déterministe, avec ceux qui prétendent s'y opposer. Et donc, les deux camps, si vous voulez, ceux de la philosophie traditionnelle, et c'est tout l'objet, le sens de l'article que j'ai écrit dans Voyage au cœur du management, là, le livre blanc d'Esprit de France, publié, si je ne m'abuse, en février dernier, et porte précisément sur ce thème, sur le fait de dire que finalement, c'est une philosophie commune qui irrigue les deux courants, les philosophies tayloriennes, enfin les entreprises dites tayloriennes et les entreprises qui se veulent post-tayloriennes, organiques, libérées, holacratiques, horizontales. Et que dans les deux cas, c'est une philosophie déterministe, c'est-à-dire qu'on va chercher à déterminer le comportement des gens. Dans un cas, ça va être par les procédures, par le contrôle, par les ordres du chef et par des sanctions. Dans l'autre cas, ça va être par l'intériorisation par chacun des membres de l'organisation de la vision du leader ou de la vision de l'organisation qui aura été co-construite. Mais dans les deux cas… Donc, finalement, Thibaut, ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que ça paraît paradoxal de se dire que finalement, il y a tant de points communs que ça entre deux approches qu'on imagine radicalement différentes. Et c'est pour ça que tu appelles ça une impasse. Oui, en fait, enfin, pas seulement. Pas seulement. Ça, au pire, il est possible de partager une même philosophie, mais la raison pour laquelle, effectivement, très bonne question, Nandini, la raison pour laquelle il s'agit d'une impasse, c'est que, in fine, ce n'est pas… Alors, d'une part, ce n'est pas épanouissant pour l'homme. Ce n'est pas épanouissant pour l'homme, c'est-à-dire lorsque, dans les entreprises, justement, qui prétendent se détacher du modèle taylorien, lorsque on cherche à acculturer en profondeur les individus pour qu'ils en viennent à tous partager une même vision, d'accord, par acculturation profonde, eh bien, ce n'est pas sain également de transformer à un degré ou à un autre les individus, si vous voulez, de les faire passer en mode automatique où ils seraient tous mus par un même ADN culturel qui les déterminerait, qui les amènerait à se déterminer spontanément dans la même direction. D'une part, ce n'est pas sain, ce n'est pas respectueux de la liberté humaine. Ça, c'était mon premier point, d'un point de vue humaniste. Et deuxièmement, en termes d'efficacité, Nandini, en termes d'efficacité, je crois que c'est pas ce qu'il y a de mieux, juste précisément pour s'adapter à la singularité des situations du terrain ou s'adapter à la singularité des situations, enfin des problèmes posés par les clients. On a besoin dans les organisations, on le sait, de personnes qui puissent, avec leur libre arbitre, prendre ce qui leur paraît être la meilleure décision au plus près du terrain. Alors, c'est ce dont se revendique la majeure partie des entreprises, justement, horizontales, libérées, etc.
ça. Mais dans la pratique, ce que moi, pour ma part, j'ai observé, hein, je ne fais que rendre un retour, faire un retour d'expérience, c'est que en fait, les personnes extérieurement agissent spontanément dans l'intérêt du client et dans l'intérêt de leur organisation, mais c'est après un gros travail, on va dire, d'intériorisation par elles-mêmes des normes de l'organisation dans laquelle ils évoluent. Ce qui paraît quand même paradoxal là, Thibaut, c'est que souvent on dit de ces entreprises-là que finalement les personnes qui travaillent dans ces formes d'organisation sont, dit-on, plus engagées. Est-ce vraiment le cas? Et pourquoi ça ne serait pas le cas? Oui. Alors moi, dans ce que j'ai observé, c'est que effectivement, souvent, les personnes sont plus engagées parce qu'elles ont un sentiment de liberté plus intense, plus fort, qui du coup les incite à donner davantage, en tout cas, le meilleur d'elles-mêmes. Mais il y a engagement et engagement. Le terroriste islamiste, si vous voulez, qui va se faire sauter quelque part, il est engagé, il est même impliqué. Et donc n'importe quel type d'engagement n'est pas légitime pour autant. Produire des moines soldats, je ne pense pas que ça puisse être, en tout cas, l'alpha et l'oméga d'une organisation. Alors, de fait, les organisations, de plus en plus, essayent de motiver leurs membres par des valeurs, par de la mission, en essayant de les convaincre que leur organisation concourt ou même travaille directement à la poursuite de l'intérêt général. Autant de choses qui sont naturellement bonnes et saines. Mais la seule difficulté, finalement, c'est la place de l'esprit critique, la place qui est laissée à ceux qui, en interne, ne penseraient pas exactement pareil. Et ce que l'on peut observer, c'est une forme d'homogénéisation dans ces types d'organisations, parfois en tout cas, hein, pas systématiquement. Et il faut simplement garder l'esprit alerte justement sur, lorsque l'on veut mettre en place une organisation de ce type, quelle place je réserve justement, entre guillemets, à la dissidence, à la diversité, à l'esprit critique. Peut-il véritablement y avoir des débats, ou est-ce que les débats que j'organise peuvent, pour une part, être factices et simplement me permettre de repérer ceux qui ne partagent pas la même philosophie que les autres, ceux qui ne partagent pas la même vision et qui, à terme, petit à petit, vont être, pour d'autres motifs naturellement, écartés de l'organisation. D'accord, on comprend finalement que ce que tu expliques là, c'est cette similitude entre la standardisation façon taylorienne avec l'homogénéisation finalement de mode de fonctionnement, de façon de penser. Et ce que tu dis, c'est que pour se sortir de là, finalement, il faut laisser plus de place à la diversité, à d'autres façons, à différentes façons de penser et autoriser finalement ces différentes façons de penser et ne pas tout contrôler. Oui, tout à fait. Dans un cas, le contrôle, il était extérieur, il était la motivation au bâton et à la carotte via des procédures. Dans l'autre cas, le contrôle, en fait, il est devenu intérieur. Et donc, extérieurement, on a l'impression que les gens sont libres, ils font des choses de fait de manière spontanée et personne ne leur a demandé de le faire. Simplement, ils ont suffisamment bien intégré le logiciel, si vous voulez, officiel, pour finalement réagir comme dans une ruche, en intelligence collective ou comme dans des murmurations des tourneaux. Ils agissent de manière spontanément agile, mais le problème, c'est que les humains, ils ont peut-être un degré de liberté supérieur à celui des tourneaux, de termites ou d'abeilles. Alors, tu nous avais parlé aussi en préparant d'une autre impasse, Thibaut, qui, pareil, nous a paru aussi assez paradoxale de prime abord, au-delà de l'impasse de l'optimalisme. Moi, je me suis permis de faire ça, Nandine? Effectivement, cette impasse-là. D'accord. Alors, donc, effectivement, je me le suis permis. Apparemment, il s'agit de l'impasse de l'entreprise sans chef. Alors là, le vieux rêve. Alors là, on est tous pour. Enfin, ne plus avoir de chef. Nous avons tous eu de mauvais chefs. Et donc, enfin, nous avons trouvé un modèle d'organisation qui vient nous délivrer de tous ces chefs abusifs qui nous font subir, bref, les pires sévices quasiment. Quasiment, on rentre chez soi, on dit « je n'en peux plus de mon chef ». Mais pas toujours, justement. Pas toujours, justement. Nous avons tous eu, enfin je l'espère, également des expériences de chefs absolument remarquables qui nous donnent envie, non seulement peut-être un jour de devenir comme eux, mais peut-être justement, par rapport à ce que je disais précédemment, pas seulement comme eux, mais comme nous-mêmes, nous pourrions l'être
bref, à leur image. Ce que je veux dire, en tout cas par l'impasse de l'entreprise sans chef, d'abord comprendre de quoi il s'agit. Comment peut-on imaginer des sociétés dans lesquelles on pourrait se passer de chef, se passer de hiérarchie? Eh bien, en postulant, par exemple, comme, vous savez, le fameux fondateur, enfin pas fondateur, enfin le fameux dirigeant, en tout cas historique de l'entreprise Fagy, cette fonderie picarde dans le Nord, Jean-François Aubrist, que sans doute pas mal de gens ont entendu, vu, hein, qui est quelqu'un de tout à fait effectivement fascinant et intéressant, vraiment intéressant, et ne serait-ce que parce que il est un franc-tireur et il n'a pas la langue dans sa poche, ce qui est toujours bon à entendre. Eh bien lui, il n'hésite pas à dire, il a une philosophie très déterminée, si vous voulez, qu'en philosophie, on caractériserait de rousseauiste, et il dit, parce qu'il dit, que l'homme est naturellement bon. Et comme l'homme est naturellement bon, de fait, toute hiérarchie, du coup, est nécessairement mauvaise. La hiérarchie qui, elle, est une trace de la culture et non pas de la nature, eh bien, cette culture vient, si vous voulez, dénaturer, vient limiter, vient restreindre le potentiel de l'homme qui est naturellement très bon. Et c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup d'entreprises relevant des nouvelles formes de management, on dit qu'il faut cesser de vouloir motiver les gens, contentez-vous d'ôter ce qui les démotive dans l'organisation. Ce qui est très beau et extrêmement qui me paraît de toute façon très, très, très sain, très bien. Commencez en tout cas par enlever effectivement tout ce qui démotive. Parce que l'homme, étant naturellement bon, serait en même temps du coup naturellement motivé, naturellement travailleur et naturellement digne de confiance. Donc arrêtez de bâtir des organisations qui semblent se méfier constamment d'eux. Bien. Et ça, c'est également donc les enseignements, pour ceux qui les connaissent un petit peu, de la théorie grecque de Douglas MacGregor, qui consiste à dire, à gros traits, que précisément l'homme est naturellement travailleur et il ne cherche pas, en tout cas, à être roublard, à être, si je puis dire, à être mauvais. Et donc, il faut partir de postulats plus positifs. On pourrait appeler ça des entreprises positives, tout simplement, de même qu'il y a une psychologie positive, etc. Et donc, alors, juste une précision pour préciser, Thibaut. Oui. Là, ce que tu dis, dans ce postulat-là, finalement, enlever ce qui empêche les uns et les autres, finalement, d'être jusqu'au bout naturellement bon, le postulat, c'est de dire ce qui les empêche d'être bons, c'est le management. C'est ça le postulat? Oui, alors oui, et c'est pour ça que je dirais, moi, juste après, que c'est du coup jeter le bébé avec l'eau du bain que de dire, du coup, ce qu'il faut enlever, ce sont les strates hiérarchiques. Oui. Or, précisément, là, on pourrait, je sais que certains doivent bondir en m'entendant parler comme ça, puisqu'il y a un certain nombre d'organisations qui disent que précisément, on ne demande pas d'enlever le management, on demande de convertir le management et d'en faire un servant leadership. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire en réponse à ta jolie et belle question, chère Nandini. Je l'ai oublié. En fait, dans ton propos, ce qui paraît surprenant, oui. C'est finalement ce raccourci entre finalement on enlève ce qui démotive justement les gens. On part du principe que ok, on est naturellement bon. Oui. Mais finalement, ce qui démotive, et ça, c'est motivant en soi, et les gens sont de toute façon motivés en eux-mêmes, oui. Et enlevons juste tout ce qui les dérange, en gros, et ce qui les démotive, et finalement, ce qui les démotive, c'est le management. C'est quand même un gros raccourci comme postulat. Oui, Nandini. Et ce qui est ajouté comme raison, c'est le fait qu'à partir du moment où vous avez un manager, si je puis dire, quelqu'un qui toujours, finalement, est quand même quelque part situé au-dessus de vous. Quand bien même on dirait que le manager, en fait, il est à côté, voire même il est en dessous. À un moment, dans la vraie vie, en fait, il est au-dessus de vous, quelque part. Il a un certain nombre d'avantages, il a peut-être un plus grand salaire, il est au-dessus de vous d'une manière ou d'une autre, si vous voulez. Bon. Eh bien, et cette personne, souvent, en tout cas, l'une de ses missions, c'est de contrôler. Et donc, c'est juger ce type de fonction infantilisant.
Il y a quelque chose de paternaliste, si vous voulez. Le rôle du manager, c'est, si on veut, d'être le père ou de materner les membres de l'équipe en fluidifiant la communication entre eux, de faire en sorte, c'est papa, il va bien s'occuper de vous pour faire en sorte que dans l'équipe, finalement, tout se passe bien. Et donc, le raccourci, il pourrait également être, Nandini, de considérer que tout modèle paternaliste, finalement, est mauvais également en lui-même. Et que finalement, tout père est castrateur. Ou que tout père est nécessairement infantilisant. Alors que précisément, toi et moi, sans doute, ou peut-être pas, et tu t'insurgeras peut-être, Nandini, savons que précisément, pas nécessairement. Le supérieur, ou le père, ou la mère, doit même précisément être celui qui fait grandir en autonomie, etc. En tout cas, les deux sont un peu amalgamés, effectivement. Le manager est vu comme un peu, voire beaucoup, par définition, infantilisant. Voilà. Et donc, comme ces organisations vivent de ce fantasme, elles sont également très déceptives. Chacun projette beaucoup dans ce type d'organisation parce qu'il y a la promesse de pouvoir enfin vivre sans supérieur, sans chef, sans gouvernant. Et ce n'est qu'une traduction dans le monde de l'entreprise d'un fantasme qui parcourt également le monde politique, la société politique, qui est celle de l'autogouvernement. Parvenir à trouver un mode de fonctionnement des hommes entre eux tel que l'on n'ait plus besoin d'avoir des gouvernants, même élus pour une durée déterminée, qui nous imposent des choses, qui nous imposent des lois, etc. C'est une sorte de transcription managériale de cela. Alors, en quoi est-ce une impasse? Je vous propose d'avancer. Je crois que Nandini a un problème de connexion, c'est ça, Maryse? Non, j'écoute. Oui, tout à fait. Elle a été déconnectée, mais elle est en train de revenir. D'accord. Alors, je vous propose de passer au slide, suivant. Alors non, le précédent encore, j'ai été dans les impasses. Pour vous expliquer en quoi ce sont précisément quelles sont les impasses, rapidement. Rapidement, les impasses de l'entreprise sans chef. J'en vois 6 et je vais essayer d'aller rapidement, chers amis, sur ces 6. D'abord, la première impasse de l'entreprise sans chef, c'est que lorsque l'on vit, et je l'ai vu moi de mes yeux, alors je peux venir après, si vous voulez, dans les questions, plus en concrètement, qu'est-ce que j'ai observé. Mais donc, pour aller à gros traits. Premièrement, quand on refuse un chef, quand on refuse la présence d'ordre, quand on refuse la présence d'un manager, du coup, on est obligé, si par ailleurs on ne s'interdit pas d'orienter les conduites individuelles, et tout est là justement, c'est-à-dire que si le dirigeant, le leader libérateur par exemple, ne continue de vouloir orienter les conduites individuelles de ses salariés, mais que pour autant, pour les motiver, pour créer chez eux un sentiment de liberté, il veut supprimer la hiérarchie, supprimer les médiations, et bien du coup, il est obligé de compenser par, je le disais tout à l'heure, l'intériorisation des normes sociales, c'est-à-dire des formes d'emprise qui vont se développer dans les organisations, par une forte culture d'entreprise, par des sessions régulières de formation au savoir-être, par des sessions régulières au cours desquelles les messages managériaux vont être délivrés. Il va y avoir un toilettage des mots en interne, interdit d'utiliser les mots chef, les mots ordre, les mots directives, un certain nombre de choses comme ça. Et d'autre part, lorsqu'on s'interdit de commander, de donner des ordres, eh bien, le risque, c'est la manipulation. Quand on s'interdit de commander, finalement, on s'oblige à manipuler. C'est-à-dire qu'officiellement, l'équipe va être libre de décider de ce qu'elle veut, mais dans les faits, il y a tout un travail de coulisses, en fait, qui s'active. Vous êtes libre, mais disons que si vous choisissez telle décision, vous allez avoir des problèmes. Et d'ailleurs, vous avez pu observer que vos amis, quand ils ont pris telle décision, des autres équipes, ils ont eu des problèmes. Ou tel autre dans l'équipe, lorsque il a dit telle chose, eh bien, il se trouve qu'il a eu des problèmes. Et donc, finalement, tout le monde comprend que dans les faits, on ne peut pas tout dire d'une part, et d'autre part, on ne peut pas tout décider. Voilà. Donc ça, le premier risque, c'est que quand on s'interdit de commander, on s'oblige à manipuler. Alors, de fait, je fais des raccourcis un peu rapides, mais c'est l'essence de ce que j'ai observé. Deuxièmement, les véritables lieux de pouvoir, lorsqu'on affirme qu'il n'y a plus de chef, plus d'ordre, les véritables lieux de pouvoir, finalement, sont occultés. C'est-à-dire qu'émergent de toute façon spontanément dans l'organisation, qui est censée être horizontale, des personnes qui vont prendre un leadership. Et donc, le leadership, finalement, au lieu d'être officiel, transparent et formalisé, eh bien, il va être officieux, il va être diffus, il va être partout.
Et deuxièmement, la direction, enfin, ce qui peut subsister d'une forme de direction, du coup, va s'activer en coulisses pour faire en sorte que les équipes décident librement, spontanément, ce qu'elles-mêmes attendent ou ce que et se fixent les objectifs à la hauteur de ce qu'elles-mêmes auraient voulu. Donc, les véritables lieux de pouvoir sont occultés. Et donc, on se raconte que l'on est dans une entreprise sans chef, sans ordre, mais simplement, c'est un ordre qui est devenu invisible. On se raconte qu'il n'y a plus de contrôle, simplement, le contrôle s'est invisibilisé. Troisièmement, le contrôle, en fait, c'est ce que j'ai observé, il est plus fort. L'atmosphère parfois étouffante parce que tout le monde contrôle tout le monde. Le contrôle s'effectue par les pairs. Et le contrôle par les pairs peut être plus fort que le contrôle par le pair, par le supérieur. J'ai observé une forte moralisation dans ce type d'environnement. Oui, Nandini ? Oui, ce que je voulais te demander, quand tu dis que tu as observé, finalement, tu as des exemples, me semble-t-il, qui sont assez frappants pour illustrer ton propos. Sur quel point précis, Nandini ? Sur celui-ci, là, sur justement… La moralisation ou celle de l'atmosphère étouffante où tout le monde contrôle tout le monde ? Oui, celle où tout le monde contrôle tout le monde. Oui, effectivement. Dans une entreprise que j'ai pu observer de près, eh bien, par exemple, vous avez des réseaux simplement de salariés internes qui officiellement sont dévolus à permettre de réduire les écarts entre les règles de l'entreprise et puis les comportements concrètement observés chez soi et chez les collègues. Donc, vous avez des salariés dont le job, pour une part, en tout cas, c'est d'observer, de surveiller leurs pairs, PAIR. Et donc, eh bien, naturellement, là, on voit, au nom de l'auto-organisation, eh bien, c'est très bien. Vous voyez, il n'y a plus de contrôle par les supérieurs, mais il y a quand même du contrôle. Simplement, le contrôle, il devient diffus par les pairs. Et finalement, lors de la réunion mensuelle de l'équipe, eh bien, l'une de ses fonctions, c'est que les salariés de l'équipe, les membres de l'équipe qui ont par exemple le rôle du contrôle des écarts dans le domaine RH ou le contrôle des écarts dans le domaine de la production, le contrôle des écarts dans le domaine, je sais pas moi, de la saisie des factures, etc., eh bien vont dénoncer, pour une part, ceux de leurs collègues qui n'ont pas atteint tel objectif ou qui ne se sont pas conformés à telle procédure, etc. De sorte que, à terme, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé, si vous voulez, je ne veux pas faire de généralisation abusive, de sorte qu'à terme, tout le monde se méfie, en tout cas, il y a une méfiance grandissante à l'égard de collègues et du coup, une individualisation croissante. C'est-à-dire sur qui je peux vraiment compter. Qu'est-ce qui va m'assurer que mon collègue ne va pas, lors de la réunion suivante, dénoncer ce que je viens de lui dire au nom de la transparence que l'on se doit. Et donc, ça devient très, très malaisé, si vous voulez. Les relations sociales deviennent tout à fait étonnantes. En tout cas, c'est ce que j'ai observé dans des organisations de ce type que je n'avais observé dans aucune organisation en fait traditionnelle classique. Et donc voilà, il faut simplement être alerté, averti, si vous voulez, de ces potentiels effets pervers. Et c'était le sens de la recommandation de l'ANACT que l'on parle. Voilà. Tu voulais aussi partager d'autres conséquences finalement de l'entreprise sans chef. Oui, effectivement, Nandini. J'en avais 3 autres. J'essaie d'aller vite. En l'absence, donc celle-là, ça serait la 4e. En l'absence finalement d'instances de contrôle extérieur, eh bien, se développent des comportements parfois mafieux, des petits arrangements entre amis, des clans, parce qu'il n'y a plus justement d'instances de contrôle. Vous n'avez plus une inspection générale, vous n'avez plus un contrôle de gestion. Ce sont les pairs qui contrôlent les pairs. Et à partir du moment où ce sont les pairs qui contrôlent les pairs, eh bien, il devient assez facile de s'entendre. Écoute, moi, je ferme les yeux là-dessus, mais à charge de revanche, la prochaine fois, cher ami, attends, on est une équipe, donc là-dessus, et puis tout le monde connaît, on se connaît. Voilà. Et donc, c'est pas pour rien non plus si dans les grandes organisations traditionnelles, si on veut bureaucratiques, ont mis en place des procédures d'instances extérieures, indépendantes, etc. C'est une forme de séparation des pouvoirs et ce n'est pas pour rien que dans les organisations, qu'elles soient politiques ou même économiques, il y a des formes de séparation des pouvoirs, d'instances indépendantes. Voilà. Et donc, lorsqu'on veut supprimer tout ça, finalement, on s'expose à tous les effets nocifs contre lesquels se sont précisément bâtis ce type d'organisation. 5e point, enfin 5e impasse de l'entreprise sans chef, j'ai observé une baisse de l'intelligence collective parce que il y avait des emballements collectifs. Il y avait une prime
finalement dans l'équipe à celui qui a parlé en dernier ou au beau parleur, à celui qui parvient à avoir les meilleurs arguments et à emporter l'avis de tous. Donc finalement, in fine, ce n'était pas le meilleur argument qu'il portait, c'était l'argument le plus populaire de celui qui avait réussi à le présenter de la manière la plus séduisante. Et donc, contrairement à ce qu'on se raconte, il suffit pas d'être, mais tout le monde le sait en fait, il suffit pas d'être 12 dans une pièce pour avoir plus d'intelligence collective. À 12 dans une pièce, vous pouvez être 12 aller dans le sens de l'erreur parce qu'il va y avoir des phénomènes d'emballement mimétique, de désir mimétique, de bouc émissaire, etc. Bon, voilà. Et donc, dernière critique que j'avais à l'égard là de ce que j'ai pu observer dans ces entreprises sans chef, c'est que dans les faits, il y a peu de participation des salariés, contrairement à ce qu'on se raconte. Très peu de partage d'expérience. Quand on voit des patrons qui disent, alors chez nous, tous les mois est organisé, les business units, il y a des partages, des confrontations, des expériences domaine par domaine, dans le domaine RH, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de la gestion. Ils confrontent leurs pratiques, il y a des échanges de pratiques, etc. Dans la vraie vie, à chaque fois que j'ai pu faire des coups de sonde dans ce type d'organisation, le taux de participation et de réels échanges entre business units est très faible. Et par exemple, le nombre de salariés qui contribuent au wiki interne ou qui contribuent dans le forum de discussion, finalement, c'est 5% des salariés, ce sont toujours les mêmes. Et donc, parfois, ça peut donner une impression, si vous voulez, de beaucoup de contributions, mais en fait, avec très peu de contributeurs. Et donc, il faut simplement être averti de ça et bien vérifier qu'il y a une diversité, une vraie diversité de contributeurs venant des différentes filiales, des différentes business units et des différents niveaux hiérarchiques, cher Nandini. Et j'en ai fini pour cette partie, en tout cas. Alors, on va rassurer tout le monde. Thibaut, tu nous as évoqué finalement le revers de la médaille, si je puis dire, avec les exemples que tu as pris et les conséquences que tu as décrites. Mais Oui. évidemment, il y a des choses à faire, il y a d'autres façons d'aborder les choses. Et ça, tu vas y venir dans quelques instants. Dans nos échanges, quand on a évoqué d'ailleurs les effets un peu pervers dont tu as parlé, on avait dit aussi que finalement, il peut y avoir des disparités entre secteurs, il peut y avoir des disparités culturelles aussi, même d'un pays à l'autre. Il y a des secteurs, on le sait, qui ont aussi mis en place des modes de management dits libérants, mais qui, comme tu l'as fort bien décrit, n'étaient pas si libérants que ça. Et ce sont des secteurs qui sont pas mal secoués d'ailleurs en ce moment sur ces modes managériaux. Ce que ça m'inspire, moi, c'est que finalement, d'abord, les choses ne sont pas si simples, il faudrait se poser, s'interroger sur qu'est-ce qu'on cherche exactement et quelle forme de liberté on cherche véritablement. Et finalement, le management, ça se saurait si le management, ce n'était qu'une question de liberté d'ailleurs. Mais raconte-nous un peu, Thibaut, finalement, toi, comment tu vois les choses, qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner et quelles sont les autres formes de management, justement, qui fonctionnent? En fait, comme toujours, les choses… Oui, vas-y, Nandini. Juste un dernier point qui me vient à l'esprit, que j'ai failli oublier de dire, mais avant de te laisser parler de ce qui marche, ce qui nous a frappé quand on a préparé avec toi et avec Maryse, c'est on a pas mal échangé sur notre étude, là, notre fameux voyage au cœur du management, et ce revers de médaille que tu décris, ça nous a beaucoup rappelé finalement le monde redouté dans les scénarios prospectifs là que nos membres nous ont amené dont nos membres nous ont amené à dessiner les contours. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on craint finalement. C'est quels que soient les modèles managériaux, c'est ce côté. Finalement, il n'y a plus de chef, mais on pourrait presque dire au secours, il n'y a plus de chef, comme tu viens de le dire. Donc, au-delà du monde redouté, tu vas pouvoir nous dessiner aussi le monde auquel on pourrait aspirer et d'autres formes de management justement. Bien sûr, parce que en fait, cette orientation, moi, me paraît extrêmement saine, si vous voulez. Je suis un chaud partisan de la participation, de la plus large participation des salariés, moi, dans l'entreprise et d'une large subsidiarité, c'est-à-dire du fait que chacun soit véritablement autonome dans sa tâche, avec des périmètres de responsabilité clairement définis
et des organisations dans lesquelles les individus ne se marchent pas sur les pieds. Et donc, finalement, une organisation saine, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une organisation dans laquelle on ne se ment pas, dans laquelle on ne se raconte pas d'histoire, dans laquelle, lorsqu'on dit aux gens « vous avez la main sur tel sujet », ils ont vraiment la main dessus. Et lorsqu'on dit aux gens, lorsque les membres d'une équipe n'ont pas la main sur quelque chose, il faut leur dire clairement et ne pas leur donner le sentiment qu'ils ont la main alors qu'ils ne l'ont pas. Et ça, c'est vraiment, si on voulait résumer, si vous voulez, l'ensemble des dérives que parfois j'ai pu observer dans ce type d'organisation, elles peuvent quasiment, enfin, ça peut se résumer à ça. Ne pas raconter d'histoire. Lorsque je dis que les membres de mes business units sont libres de se fixer leurs propres objectifs et leurs propres stratégies, ils doivent vraiment l'être et je ne dois pas, moi, dirigeant, m'activer en coulisses pour faire en sorte qu'ils décident, entre guillemets, spontanément, conformément à ce que moi, dirigeant, j'attends. Donc d'abord, ne pas, enfin, être clair et jouer franc jeu, être franc du collier, on pourrait dire. Donc, comment fait-on, Nandini? D'abord, pratiquer un management de service. Je vais énoncer quelques points très clairs. Pratiquer un management de service dans lequel, notamment, le manager exerce un rôle de coordination, de régulation, de partage d'infos, de développement professionnel et d'accompagnement personnel des membres de l'équipe. Ça, c'est le premier point. Mettre en place un management de service. Le deuxième point, c'est instaurer dans l'entreprise des mécanismes corporate de remise en question structurelle, notamment, par exemple, des mécanismes de whistleblowing, permettant de faire émerger, de lancer l'alerte, permettant aux salariés de lancer l'alerte sans qu'ils soient menacés en interne. Troisièmement, que le travail en réseau des équipes se fasse vraiment en réseau, mais sans interdépendance. L'interdépendance, ce n'est pas la même chose que de travailler en collaboration. La dépendance, c'est pas pareil que l'autonomie. Et donc, si on veut des équipes qui sont autonomes, ça veut dire qu'on ne veut pas des gens qui soient interdépendants. Ou alors, il faut clarifier le sens des mots. D'accord? Donc, travailler en réseau, mais avec des entités les plus autonomes, justement, possibles les unes des autres. Bien. Enfin, je vais pas développer. Quatrièmement, faire en sorte qu'il y ait une autonomie, je le disais tout à l'heure, de chacun dans son poste, sans interférence de la part de la hiérarchie. Que le responsable du ménage puisse envoyer paître le PDG si le PDG lui dit « Mais attendez, là, vous devriez plutôt vous y prendre de telle manière. » Non, monsieur le PDG. Est-ce que c'est vous le responsable du ménage? Non. Alors, laissez-moi faire mon travail. Eh bien, dans une société de ce type, l'autonomie est vraiment respectée parce que le responsable du ménage est vraiment responsable du ménage et personne d'autre. Même, ce ne sont pas ses supérieurs qui le sont. Il faut laisser également du jeu dans l'organisation, de l'indéterminé, d'accord, que tout ne soit pas effectivement procédurisé, etc. Et promouvoir en interne les controverses, notamment en réunion, libérer la parole, promouvoir l'esprit critique. Finalement, voilà. Il peut y avoir une organisation saine, ça peut être une organisation dans laquelle il y a de la hiérarchie, mais une hiérarchie qui soit de service et une hiérarchie qui ne se dissimule pas. C'est vraiment le cœur du problème, selon moi. Et on peut également, pourquoi pas, aller dans une direction où on supprimerait la hiérarchie, mais dans ce cas-là, il faut le faire vraiment. Et ne pas instaurer des hiérarchies, si vous voulez, parallèles ou subtiles, qui seraient invisibles. Cher Nandini, j'ai dit l'essentiel de ce que j'ai dit et je voudrais maintenant ouvrir le temps pour les questions. Alors, on en a eu effectivement des questions dans le chat, donc je vais les prendre. En tout cas, on va essayer de les prendre tous. Alors, il y a eu aussi des remarques, pas seulement des questions. Donc, nos participants, enfin, c'est un sujet qui a quand même suscité aussi aussi des remarques. Alors, la première question. Il y a eu une question sur l'engagement, mais il me semble qu'on l'a évoqué. Il avait répondu. Il y avait ensuite une question sur l'entreprise libérée. De quoi faudrait-il libérer les entreprises ou de qui? Et ne faudrait-il pas plutôt parler d'entreprises libérantes? Ça va te plaire, ça m'arrive. Il me semble, Thibaut, que tu as un peu répondu déjà sur le de quoi faudrait-il libérer l'entreprise. Oui, d'entreprises délibérantes, entreprises libératrices, mais toutes ces entreprises, la plupart seraient également d'accord avec ça, évidemment. Oui, il faudrait en parler, oui.
Alors ensuite, il y avait je continue aussi avec les remarques, je prends les choses dans l'ordre. La question n'est-elle pas la capacité d'évolution des normes plutôt que l'existence de normes? Car comment parler d'organisation s'il n'y a pas de normes collectives? Oui, alors ça c'est très juste. Ça c'est très juste. Mais simplement, les normes doivent pouvoir être adaptables au plus bas niveau hiérarchique, précisément, et d'abord, elles doivent pouvoir être déterminées notamment par la business unit de base, même si ça dépend des domaines. Par exemple, dans les domaines de la sécurité, il peut y avoir des normes transverses, dans le domaine jusqu'à la sécurité informatique, etc. On ne peut pas laisser la business unit déterminer n'importe quel type de norme. En tout cas, le plus possible doit effectivement pouvoir être déterminable au plus bas niveau, enfin au plus près du terrain, je veux dire. Et deuxièmement, du coup, ce plus bas niveau doit également pouvoir du coup faire évoluer les normes qu'il s'applique à lui-même. Et le dernier point qui est important, c'est que l'individu doit pouvoir sans cesse s'extraire de la norme. Il peut toujours y avoir la situation où surtout il faut ne pas appliquer la procédure. Mais avec la difficulté qu'effectivement vous en sortez, on pourra toujours vous taper sur les doigts après coup, etc. D'où le droit à l'erreur, et tout ça, ça doit être cohérent. Mais voilà. Tu as parlé tout à l'heure de servant leadership. Alors, il y a eu une remarque aussi là-dessus, et une question qui est très juste d'ailleurs. N'y a-t-il pas confusion entre entreprise sans chef au sens de chez Fayon et entreprise sans leader? Et effectivement, le servant leader n'est pas paternaliste, il libère les ressources et les moyens utiles aux opérateurs, il les challenge, il leur permet de monter en compétence. Tu nous as bien expliqué là, Thibaut, effectivement, l'entreprise sans chef, c'était pas le chef au sens du servant leader, justement. Alors, ça dépend. Dans la plupart des organisations, c'est une entreprise sans chef Fayon, mais j'ai personnellement travaillé dans une entreprise dans laquelle il y avait un véritable projet idéologique de suppression de toute forme de hiérarchique, parce que c'était assimilé, si vous voulez, la hiérarchie était assimilée à une forme de transcendance. Et le projet du fondateur, c'était d'éradiquer la transcendance de la tête des membres de son organisation. Et donc, en supprimant toute forme de transcendance, toute pyramide, si vous voulez, hiérarchique dans l'entreprise, son idée, c'était de faire en sorte que les individus, dans leur tête, ne puissent plus se référer à des normes, à des autorités extérieures à elles-mêmes. Vous voyez? Donc, il y a quand même les deux interprétations concurrentes. Mais il y en a une qui me paraît saine et une autre qui me paraît, on va dire, beaucoup plus douteuse. Alors, on en a peu parlé, Thibaut, mais il y a une remarque qui est très intéressante sur le rôle de la confiance. Et pour dire effectivement que finalement, à travers ce que tu décrivais, dans les dérives que tu décrivais, il est vrai que le rôle de la confiance dans ces contextes-là, la confiance est perdue. De toute façon, elle n'a plus sa place véritablement dans ce type d'organisation. Ou elle ne trouve plus sa place. Ou elle ne trouve plus sa place, effectivement. Et c'est un point auquel on tient beaucoup au sein de l'Esprit de Service France. Il n'y a pas de service sans confiance, d'ailleurs. Oui. Et là est c'est un point important. Il faut savoir de quelle confiance on parle. Ça ne peut pas être, et c'était un point essentiel de mon argumentation, ça ne peut pas être une confiance aveugle. On parle beaucoup dans les nouvelles formes d'organisation de confiance a priori. C'est très beau, et je suis pour, mais ce que j'ai constaté, c'est que souvent, sous le terme de confiance a priori, se dissimulait en fait une demande de confiance aveugle. Tu dois faire confiance a priori à l'organisation, finalement au leader libérateur, confiance a priori à ceci, à cela. En revanche, la réciproque, souvent, est moins vraie. C'est-à-dire le haut fait moins confiance a priori, si vous voulez, à la base. Et donc, il faut être bien clair. Et la confiance ne peut pas se faire sans esprit critique. Ça ne peut pas se faire avec une abolition du discernement individuel. Et c'est véritablement la clé, je trouve, dans les organisations, dans l'efficacité d'une organisation, la clé en termes d'intelligence collective. Pour qu'il y ait de l'intelligence collective, il faut d'abord qu'il y ait de l'intelligence individuelle, c'est-à-dire de l'esprit critique. Et je tiens à saluer parmi toutes les personnes que je découvre dans le chat, Bernard Romer, Marine et Pierre-Alexis Prunier. Et il faut savoir que Pierre-Alexis Prunier est ceinture noire de karaté, que Marine Blodez est ceinture noire de karaté, et nous étions, mesdames et messieurs, dans le même club de karaté. Waouh! Exceptionnel! Tu as ton fan club avec toi? Allez-y. Il y a une remarque que j'ai trouvée aussi, qui est intéressante aussi, qui fait le lien avec la politique. Alors, c'est vrai que tu as parlé de séparation de pouvoir, que tu as décrit finalement des problématiques de gouvernance qu'on pourrait aussi tout à fait rapprocher du monde de la politique.
Oui. Et dans les commentaires qu'on a eus, il y a un lien qui est fait aussi avec finalement les problématiques des gilets jaunes et toutes ces problématiques-là qui ont émergé, où finalement il y a des choses qui arrivent spontanément, entre guillemets, et justement sans chef. Et c'est vrai que le parallèle est assez intéressant, je trouve. Je trouve aussi Nordini, oui. J'ai pas mieux à dire. Après, on peut pas délité de la élaborer même là-dessus, manière. mais moi, ma conviction, c'est que je pense que les entreprises n'ont pas encore été directement confrontées à ce type de problématique, mais c'est un sujet, à mon avis, d'étude et de préoccupation qu'il faudra avoir, et notamment sur finalement la place des collaborateurs et la voix des collaborateurs dans l'entreprise. Et ça, la voix des collaborateurs, tu en as parlé d'ailleurs, Thibaut. Oui, oui, oui. Alors, je crois qu'il faut libérer la parole dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincu. Et donc, libérer la parole de la base, essentiellement, si vous voulez, dans les entreprises. Et la deuxième chose, et c'est ce que je trouve que l'on voit également dans le domaine politique, c'est que les individus de base, que nous sommes à la fois politiquement et parfois dans nos organisations, eh bien, en ont assez des semblants de débat, des semblants de, si vous voulez, de participation, qui finalement n'en sont pas et qui parfois ont l'apparence de manipulation, si vous voulez. Où le haut se donne bonne conscience à peu de frais en donnant l'illusion que tout est co-construit, que tout vient de la base, alors qu'en fait, les dés sont pipés, que tout est ficelé, etc. Et en voulant créer la confiance, on crée la défiance. Et parce que les personnes sont rapidement échaudées et ceux qui travaillent en entreprise ne sont pas plus dupes que des citoyens lambda. Et ils s'aperçoivent très vite lorsque l'on veut donner le sentiment que ça vient d'eux, alors qu'en fait, ça vient pas vraiment d'eux. Et on se gargarise du fait que la stratégie, la vision a été co-construite, alors que ce n'est pas réellement le cas. Et finalement, il y a toujours un petit comité qui va discerner parmi les idées qui sont vues de la base, celles que l'on peut retenir et celles que l'on rejette. Et tout est naturellement dans cette phase de tri. Voilà. Alors, très vite, 2 dernières questions avant le mot de la fin. Alors, est-ce que tu pourrais développer, Thibaut, la notion d'autonomie et la vigilance vis-à-vis de l'interdépendance et préciser ton propos sur ce point? Alors, si tu peux me reposer la question, parce que je lisais le commentaire de Bernard Romer qui me paraissait extrêmement affûté, consistant à dire qu'il avait été ceinture marron de karaté. Et alors, je tenais quand même à le relever, parce que ce n'est pas rien. Bravo Bernard. Et Nandini, si tu peux me reposer la question. Merci d'avoir relevé. Oui, tu vas pouvoir monter un club, je pense, Thibaut. Oui, alors, donc, je reprends la question. Pouvez-vous développer la notion d'autonomie et de vigilance vis-à-vis de l'interdépendance? Oui, et qui effectivement n'est pas intuitive et sur laquelle j'ai sans doute pas été clair. L'interdépendance, c'est le fait d'être dépendant, quand même, d'être dépendant les uns des autres. L'autonomie, c'est la situation de la personne ou du pays qui peut faire sans les autres. Alors, c'est pas non plus l'autarcie, mais en tout cas, il est en situation de pouvoir vivre, pour une part, en tout cas, il a besoin d'être un minimum, d'avoir en tout cas les fondamentaux lui permettant de vivre par soi-même. Par exemple, si je suis autonome intellectuellement, c'est-à-dire que j'ai la capacité, par exemple culturellement, à pouvoir me poser à moi-même des objections et à y répondre. Je ne suis pas dépendant d'un maître ou je ne suis pas dépendant d'une télévision, je ne suis pas dépendant même d'un livre. Je suis devenu autonome. Je me pose à moi-même des objections. Alors naturellement, je peux et je dois, ça m'aide de me nourrir, si vous voulez, de l'extérieur. Mais l'interdépendance, ça reste justement, dans la philosophie déterministe que je critiquais au début, eh bien, on reste dans une logique déterministe où finalement, on est chacun déterminé par les autres et on s'entre-détermine les uns les autres. Alors, ce qui est sain et ce qui est bon, c'est de s'entre-enrichir les uns les autres. Mais je ne peux tendre la main à quelqu'un que si j'en suis libre. Je ne peux tomber dans les bras de Maryse lorsque je la croise que si précisément ce n'est pas obligé, que si je ne suis pas forcé avec un pistolet sur la tempe de lui tomber dans les bras.
Et c'est à ce titre-là que je suis autonome. Et donc, une business unit doit également pouvoir être autonome, c'est-à-dire ne pas être obligé de faire ceci, cela avec telle autre business unit, ou alors on se paye de mots lorsqu'on dit qu'elle est autonome. Merci Thibaut. Dernière question avant le mot de la fin. Donc, c'est pour préciser et expliquer ce qu'on appelle un management de service. Alors, ça nous est très cher au sein de l'association. Thibaut, tu peux en dire un mot et Maryse, je te laisserai le mot de la fin après. Et je suis sûre que tu diras quelque chose là-dessus aussi. C'est clair. À toi Thibaut d'abord. Oui. Alors d'abord, vous dire que j'ai peur parce que dans le chat, on voit que Bernard est en train de taper. Et quand on sait que Bernard est ceinture marron, bon, enfin, voilà. On ne craint rien, on ne craint rien. Il tape que sur le clavier. Oui. Alors, le management de service. Le management de service, pour moi, une entreprise qui serait régie par un management de service, c'est une entreprise dans laquelle précisément l'impulsion vient de la base. C'est-à-dire qu'à chaque échelon hiérarchique, les individus, presque quel que soit le sujet, déterminent entre eux précisément leur engagement de service. Leur engagement de service, et ils sont au service précisément exactement. de l'organisation parce qu'ils ont compris les attendus de l'organisation dans laquelle ils évoluent. Et l'organisation également leur fait confiance pour aussi faire des erreurs, mais pour apprendre de leurs erreurs parce que l'organisation organise, est à leur service. Est à leur service, et eux-mêmes, ils est organisé des confrontations, si vous voulez, entre eux, justement, les erreurs des uns, etc. Et donc, il y a un apprentissage collectif qui se fait et les managers sont formés à exercer un servant leadership, à être au service de leur équipe. Maryse, je préfère te laisser la parole dès maintenant. Non, je crois que tu as tout dit. Hein. Et je t'ai tout dit. Et l'heure tourne, je ne sais pas quelle heure il est. Il est déjà 19h, je ne vais pas vous retenir. Il est déjà fort tard, mais en tout cas, je vous remercie puisque vous, dans le cours de ce webinaire, vous étiez presque 60. Donc maintenant, il y en a qui ont déjà rejoint peut-être un apéritif, sont déjà un apéritif. En tout cas, pour conclure, c'est un sujet où on peut débattre et le traiter de manière en continu, en continu dans nos organisations, en continu dans nos travaux. Moi, je vous invite à rejoindre et à lire Voyage au cœur du management, qui est sur le site et qui est complètement à votre disposition, qui présente des scénarios prospectif et qui décrit ces scénarios et qui décrit un certain type de manager. Il est un fait que nous, on a une affection particulière pour des managers au service d'eux, comme on l'explique au sein d'Esprit de Service France, parce que quelque part, et comme vient de le dire en conclusion Thibaut, c'est la voie vers laquelle que l'on préconise, qui est la moins aliénante et la plus engagée à nos yeux et celle qui correspond le mieux à la possibilité de répondre à tous les événements endogènes et exogènes que nous traversons, parce que là, ça suppose véritablement d'être toujours dans une dynamique à la fois positive, engagée et enthousiaste pour y répondre et y répondre ensemble. Voilà ce que je pourrais dire en conclusion sur ce sujet, mais je vous invite vraiment et à lire les livres de Thibaut et à lire bien sûr notre livre blanc sur Voyage au cœur du management. Et puis je vais finir par un dernier slide si vous pouvez le placer, c'est pour vous rappeler un certain nombre de choses sur nous allons organiser d'autres webinaires d'ici la fin de l'année et nous allons lancer une nouvelle grande étude qui s'appelle Vers une nouvelle relation commerciale. Comment repenser la relation commerciale? Donc, je vous inviterai tous à répondre, hein, puisque comme l'a dit Thibaut, je suis très, très attachée à aller au fond des choses et à travailler le questionnement et de libérer la parole du côté des clients, mais aussi du côté des collaborateurs. Et c'est en donnant la parole et en écoutant la parole de tous et de chacun que véritablement on trouve des pépites et des mines d'or à l'intérieur de ces expressions et pour le peu, comme l'a largement souligné Thibaut, qu'on pratique l'art du questionnement et que ce questionnement ne soit pas manipulatoire et qu'il invite véritablement à livrer une information utile et une information que l'on peut partager. Et ça, c'est hyper important. Si toutes les entreprises écoutaient ou
pour entendre. Je pense qu'on avancerait à grands pas et nous allons bientôt vous solliciter à nouveau dans le cadre d'un autre grand questionnaire que nous allons prochainement lancer. Donc voilà, je vous remercie à tous de votre attention et les sujets qui sont à venir au sein d'Esprit de Service France seront tournés vers ces relations, la relation commerciale, comment la repenser. Et bien sûr, on invitera des experts sur ce sujet pour partager avec vous, échanger avec vous. Et puis, on continuera bien sûr sur ce sujet du management qui est où vous êtes tous intarissables et où on a tous à partager régulièrement et ensemble parce que c'est un sujet sans fin, comme être au service est sans fin. Voilà, je vais conclure comme ça. J'ai rien préparé, excusez-moi, mais en tout cas, je vais conclure comme ça. En tout cas, merci beaucoup à Nandini et à Thibaut Briguère. Merci Jean-Yves. Merci Esprit de Service France et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous rejoignent et qui sont toujours présents avec nous. N'hésitez pas aussi à nous solliciter, nous dire, nous, on aurait envie par rapport au sujet, puisque vous savez qu'on travaille tout ce qui est transformation de l'organisation par l'excellence du service, en articulant l'humain et le digital, en mettant l'expérience collaborateur et l'expérience client au cœur de nos préoccupations. Si vous souhaitez et vous avez envie de dire, ben moi j'aimerais bien peut-être partager avec vous mon expérience ou vous faire part d'un webinaire que j'aimerais organiser, pourquoi pas. Esprit de Service France est très ouvert. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Alors, si vous voulez qu'on se retrouve,